Bonjour et bienvenue dans la première saison des Lois naturelles, le podcast de la naturopathie holistique. Je suis Camille Langlais, étudiante en dernière année de naturopathie au Sénato et fondatrice de ce podcast. Chaque jeudi, je vous invite en solo ou au travers de témoignages inspirants à découvrir les trésors que recèle la naturopathie et comment, grâce à des techniques simples et pleines de bon sens, vous pouvez prendre soin de votre santé et de tout votre être chaque jour un peu plus. La santé sur tous les plans de l'être est à notre portée. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Lois naturelles. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir dans le podcast Emmanuelle Biojou. Emmanuelle est naturopathe, diplômée du Sénato. Et pour la petite histoire, donc évidemment, on s'est rencontrés au Sénato. Mais en fait, on s'est rencontrés toutes les deux parce qu'on a un petit garçon du même âge. Et on s'est connus en se retrouvant finalement nez à nez avec nos tire-lait à la main. Et c'était assez rigolo comme situation, donc du coup, ça crée des liens. Alors, avec Emmanuelle, on a décidé de consacrer cet épisode au bien-être en entreprise et de s'intéresser à ce que la naturopathie peut nous apporter en entreprise. Parce que c'est vrai que moi, j'imagine que comme beaucoup, vous visualisez bien ce que peut être une consultation avec un naturopathe en individuel, dans son cabinet, mais peut-être un peu moins comment ça peut se passer en entreprise et surtout comment on peut faire entrer la naturopathie dans nos vies actives de salariés, dont le rythme de travail et le rythme de vie est très souvent bien chargé. Pour ma part, c'est un sujet auquel je suis sensible puisque, avant la naturopathie, j'ai une formation juridique en droit du travail et j'ai eu à traiter à de nombreuses reprises des questions de conditions de travail. J'ai d'ailleurs moi-même, dans ce cadre, fait le constat, et je l'expérimente au quotidien puisque je travaille et que les conditions de travail ont une importance considérable sur la qualité de notre vie en général. Ces mêmes conditions de travail peuvent d'ailleurs être à l'origine de multiples troubles de santé, allant des troubles musculo-squelettiques et posturaux au burn-out et j'en passe. Force est de constater que lorsque l'on travaille à temps plein de surcroît, il ne nous reste que peu de temps à consacrer à la prévention de notre santé et encore moins à notre bien-être. Alors, pour peu que l'on ait des enfants en bas âge, autant vous dire que c'est mission impossible. Et pourtant, pour que cela puisse continuer à fonctionner, pour que nous puissions continuer à travailler, pour que nous soyons efficaces au travail, nous avons besoin de nous sentir bien et a fortiori en bonne santé. Tout le monde a à y gagner. Les salariés en premier lieu, bien sûr, mais aussi les entreprises qui verront un taux d'absentéisme réduit, des collaborateurs plus motivés, plus performants, et c'est aussi une excellente façon de fidéliser son personnel. Enfin, bien sûr, la sécurité sociale qui, par voie de conséquence, sera moins sollicitée qu'il s'agisse du paiement des arrêts de travail ou des remboursements des frais de santé. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Camille. Alors, merci pour ton accueil et ta présence au sein du podcast. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Oui, merci beaucoup Camille de me recevoir aujourd'hui. Je suis également ravie d'être là. Je voudrais qu'on commence par une petite question un petit peu classique, mais pourquoi, toi, tu as décidé d'orienter ta pratique vers les entreprises ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'orienter ma pratique au niveau des entreprises ? Alors, pour plusieurs raisons. Je dirais que la première, c'est parce que je suis moi-même issue du monde de l'entreprise. Et en fait, effectivement, avant de devenir naturo, j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans en entreprise, sur des jobs à dimension plutôt commerciale, managériale. Et puis, donc, j'ai pu voir sur le terrain à la fois qu'il y a un besoin pour les collaborateurs, à la fois que l'entreprise, c'est un environnement qui peut être, selon les gens, évidemment, plus ou moins bien vécu, plus ou moins stressant, plus ou moins sain, parfois, malheureusement, hein. Et donc, effectivement, tout simplement, je suis issue de ce monde-là, j'ai vu qu'il y avait un besoin et j'ai les codes aussi quelque part de l'entreprise et je trouve que c'est assez important pour pouvoir apporter la naturopathie correctement, en fait, d'être un petit peu sur la même longueur d'onde, je dirais, en termes de communication, pour faire passer les bons messages. En tout cas, moi, je me présente comme quelqu'un toujours issu du monde de l'entreprise et entre guillemets j'arrive en disant je connais un petit peu les conditions de travail, je sais ce que c'est que d'être en entreprise, d'être sédentaire face à un écran et ça aide quand même pas mal à faire entrer la nature en entreprise. Et justement, qu'est-ce que tu penses que la naturopathie peut apporter dans l'entreprise ? Ouais. Alors plein de choses. Bien sûr. La naturopathie pour tout le monde, c'est avant toute chose, et ça je le rappelle à chaque fois, de la prévention. Et c'est tout simplement revenir un petit peu aux bases, donc s'alimenter de manière physiologique, faire attention à avoir une respiration ample qui nous oxygène, et c'est pas souvent le cas. Se remettre en mouvement. Donc qu'est-ce que la naturopathie peut apporter à l'entreprise ? Alors ça dépend si on se place du point de vue du collaborateur ou de l'employeur.
Côté collaborateur, pour moi, c'est déjà des informations, je l'espère, de qualité. Parce que c'est vrai que dans le monde du bien-être, il y a à boire et à manger. Parfois, on sait plus à quel sein se vouer. Moi, j'arrive vraiment en essayant de me dire, je vais essayer de transmettre une information correcte, scientifiquement validée, j'espère la plupart du temps. Donc, c'est vraiment déjà de l'information pour les collaborateurs. C'est également des clés concrètes et très pragmatiques pour ajouter un petit peu de bien-être à leur quotidien. En fait, l'idée d'avoir de la naturopathie en entreprise, c'est de dire, à la fin de l'intervention, je repars en ayant appris des choses, en ayant passé un bon moment et en ayant des clés pratiques, concrètes que je peux mettre en application et qui fonctionnent. Et en naturopathie, c'est vrai qu'en consultation individuelle, on peut avoir un travail assez long-termiste, plutôt de fond, alors que là, en entreprise, on peut avoir des aides un petit peu plus ponctuelles qui répondent parfois à des besoins un peu plus court-termistes. Donc ça, c'est côté collaborateur. Et puis côté employeur, qu'est-ce que la naturopathie peut leur apporter? Donc, comme tu l'as dit en intro, c'est une meilleure santé de leurs collaborateurs, c'est un meilleur bien-être, une meilleure atmosphère aussi, parce que je trouve que c'est assez vertueux finalement quand on voit des collaborateurs en bonne santé, qui arrivent avec le sourire aux lèvres, qui ont une bonne énergie, ça galvanise tout le monde, ça tire tout le monde vers le haut. Évidemment, il y a moins d'absentéisme, des collaborateurs en meilleure forme, avec une meilleure énergie au quotidien. Et puis pour les entreprises, c'est le côté RSE, quelque part, c'est leur marque employeur qui est un peu chouchoutée grâce à la naturopathie. Et donc, au sein du département RSE, tu as, on va dire, un petit tiroir qui s'appelle la QVT, la qualité de vie au travail. Donc ça dépend soit des départements RSE, soit des départements RH, ça dépend. Mais en tout cas, ça permet à l'entreprise d'aller un petit peu plus loin dans le fait de prendre soin de ses collaborateurs. Alors, ça m'amène deux questions par rapport à ce que tu disais. Concrètement, donc tu travailles dans une entreprise. Moi, il y a deux choses qui me sont venues. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur écran. On passe beaucoup de temps derrière son ordinateur. Qu'est-ce que tu peux proposer, sachant que on va pas forcément pouvoir s'allonger au sol et faire des mouvements? Quels vont être tes petits trucs comme ça pour arriver à faire entrer de la naturopathie dans la vie de tous les jours? Oui, complètement. Alors moi, je précise tout le temps aussi que souvent les naturopathes travaillent aussi sur écran, donc faut pas croire. Donc c'est des conseils c'est des conseils que je m'applique à moi-même. Tout simplement, ça peut être de revenir à son corps, à sa respiration et à l'instant présent. Quelque part, toutes les heures, tu vois, c'est de se lever, de s'étirer, de bâiller, de prendre un verre d'eau. Ça permet, de revenir à soi, de prendre peut-être conscience un petit peu de ces tensions dans les trapèzes, de voir qu'on a les jambes croisées et donc qu'on ferait bien de les décroiser pour améliorer notre circulation du sang. Donc ça peut être tout simplement ça. Les gens pensent pas finalement, ils sont vraiment très souvent focus pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Et tu vois, quelque part, moi, on me dit souvent, oui, mais ça va me couper dans mon élan de travail. Pas forcément. Au contraire, faire un petit break, mais c'est 10-15 secondes. Au contraire, je pense que c'est assez vertueux. Ça donne un nouveau souffle. Un nouveau souffle. On s'oxygène, exactement. Et puis, on repart. Et puis, encore une fois, c'est prendre conscience de son état. Donc, on peut aussi se dire, ah tiens, là, je suis un peu plus fatiguée que ce que je pensais, donc je peux me faire une pause, une vraie pause, qui pourra me permettre de me régénérer et d'aller plus loin dans ma journée de travail que si je tirais sur la corde. Voilà. Et ça, par exemple, ouais. Ouais, complètement. Une autre chose aussi, parce qu'en naturopathie, une des techniques majeures, c'est l'alimentation. Oui. Sauf que on voit bien quand on travaille, on est très contraint au niveau alimentation, le repas qu'on mange à l'extérieur ou qu'on mange dans une cantine d'entreprise. Qu'est-ce que tu peux proposer dans ces cas-là? Ouais, tout à fait. L'alimentation, c'est vraiment un sujet très personnel aussi. Et puis personnel, et puis parfois, comme tu le dis, on est contraint par certains restaurants d'entreprise. Donc moi, justement, je fais des ateliers au niveau de l'alimentation. Et j'ai envie en entreprise, tout à fait. Et là, je partage pas mal d'informations assez factuelles. Par exemple, sur la notion du petit déjeuner. Déjà, de dire qu'on n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner. Ça, en naturopathie, on le dit, on le répète, tout simplement, les gens qui n'ont pas faim, ça existe. Et il y en a qui ne prennent pas de petit déjeuner depuis 30 ans et ils se portent très bien. Et à l'inverse, des gens qui ont tout le temps faim le matin, à quelque part, faut écouter son corps. Donc, je parle de ça. Il y a déjà l'écoute du corps. Et puis après, tu vois, je peux donner des informations comme
le matin, il y a certains neurotransmetteurs qui doivent être produits, qui vont avoir une fabrication facilitée grâce à l'apport de protéines. Donc typiquement, si on consomme un petit déjeuner le matin, plutôt favoriser des protéines versus des petits déjeuners un petit peu plus traditionnels, classiques, qui trop sucré un souvent. petit peu trop sucré, exactement. Donc déjà, c'est comment est-ce que je peux m'alimenter en dehors de l'entreprise, Ouais. et sur le lieu de l'entreprise. Il y a quand même toujours un petit peu des options plutôt saines. Je veux dire, même sur le restaurant d'entreprise, on peut toujours trouver la petite entrée de crudité qui est très plébiscitée en naturopathie d'ailleurs, puisqu'elle empêche la leucocytose digestive, donc Tout la à fait. mobilisation du système immunitaire. Voilà, et puis après, il y a des choses aussi toutes bêtes auxquelles on pense pas assez, c'est la mastication. Quelque part, peu importe ce que l'on mange, la mastication, c'est la première étape de la digestion. Donc ça, peu importe ce que l'on mange et peu importe si l'on est en réunion, au restaurant d'entreprise ou chez soi, on peut déjà veiller à avoir une mastication complète, consciente. Prendre le temps. Et prendre le temps, exactement. Et ça, les gens, quelque part, pensent pas assez à cette mastication, et je leur dis souvent, faites le test de mâcher une bouchée 30 à 40 fois. Alors, faut le faire une fois pour se rendre compte et pas évidemment en faire un Une réflexe. façon de manger. Tout à fait. Mais c'est assez drôle, et puis quelque part, on se dit, ah oui, effectivement, là, j'aurais clairement dégluti ma bouchée bien avant. Ouais. Et rien que ça, déjà, ça permet de plus prendre son temps, de mieux digérer, de moins avoir le coup de barre après manger, de mieux assimiler les nutriments. Donc déjà, on travaille sur l'alimentation grâce à ça. Oui, puis de prendre conscience en fait de ses habitudes et de sa façon de faire quand justement on n'y prête pas attention, quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Ok. Et donc ça, c'est plutôt d'un point de vue, on va dire, individuel, des pratiques individuelles. Donc ça, tu les présentes en atelier, en entreprise. Ouais, au niveau du format, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. Alors, la manière dont j'interviens en entreprise, donc il y a effectivement différents formats. La plupart du temps, c'est souvent des ateliers un peu ponctuels sur l'heure du déjeuner, où les collaborateurs viennent vraiment sur la base du volontariat. Donc viennent en général les gens qui sont plutôt intéressés par les techniques naturelles. Donc, mais c'est une possibilité. Sinon, tu as aussi l'employeur qui dit « Ok, nous, on veut travailler un sujet de fond et on va déjà le travailler pas une fois en one-shot, mais sur 6 mois, 9 mois, parfois 1 an. » Et là, ils imposent la participation de 100% des collaborateurs aux ateliers. Comme ça, ils peuvent dire que 100% de leurs collaborateurs ont été exposés à un contenu de prévention sur tel et tel sujet. Ça, c'est une autre option, un autre format. Et puis le dernier format qui existe, qui est assez ludique, fun et qui fonctionne très bien, c'est le format team building, là qui est plutôt à l'échelle d'une équipe au sein de l'entreprise. C'est pas tous les collaborateurs qui sont exposés, plutôt une équipe. Mais c'est aussi sympa. Là, ça dépend vraiment de l'appétence de cette équipe, du profil, et puis des problématiques rencontrées par l'équipe, en l'occurrence. Tu vois, j'ai un exemple récent en tête où je suis intervenue dans une entreprise où il y avait 2 petites équipes qui ont fusionné pour en faire une plus grande. D'accord. Et donc, l'objet de leur team building, c'était un petit peu justement de souder, de faire un peu brise-glace. Donc là, il y a des ateliers où les gens participent activement, on fabrique des choses. Comme ça, il y a pas mal d'interactions tout en apprenant. D'accord. Et qu'est-ce que tu as proposé ? Bah là, en l'occurrence, c'était une équipe de femmes, 45-50 ans, je dirais, qui avaient cette problématique de fond de gestion du stress, gestion des émotions, gestion du temps, gestion des priorités. Donc, il y a des choses qui ont effectivement été vues en direct avec leur manager, parce que tout n'incombe pas au naturopathe, hein, bien sûr. Bien Là, sûr. le manager a son rôle à jouer grandement. Et puis moi, je leur ai présenté, par exemple, la phyto anti-stress. Alors bien sûr, comme j'arrive en entreprise et que je ne connais pas les gens, je présente des plantes qui sont sans danger, qui n'ont pas de contre-indication, ou extrêmement peu, et ça je le précise, mais voilà, le temps de l'atelier, c'est totalement envisageable. Et puis j'explique comment se faire sa tisane dans les règles de l'art. Et puis voilà, on manipule les plantes, on les regarde, on les touche, on les sent, et puis on déguste. Que tu peux avoir ça, C'est chouette. Ouais, c'est hyper intéressant, Ouais. parce qu'en fait, c'est concret. Et Ouais. en fait, les participantes se disent, ok, c'est clairement la problématique de stress, on peut pas la faire disparaître du jour au lendemain, mais néanmoins, j'ai un outil comme les plantes et je peux me faire une gourde de tisane que je pourrais consommer tout au long de la journée, et c'est un réflexe sain
j'ai envie de dire, versus Le café. le café, le chocolat chaud de la machine, bien sucré, ou les autres excitants, hein, les canettes de soda ou les boissons énergisantes, ça on en voit beaucoup aussi en entreprise. Donc se boire sa petite infusion, c'est pas mal. Ça hydrate aussi parce que on a oublié de dire que les gens souvent ne boivent pas assez. Donc voilà, et puis j'avais proposé aussi une petite découverte de l'olfactothérapie. Donc c'est 2-3 huiles essentielles aussi aux vertus un petit peu apaisantes, relaxantes, harmonisantes. Donc, on va dire par extension anti-stress. Et là, c'est vraiment sentir au flacon directement l'huile essentielle et juste de commencer à découvrir un peu cet outil. Et bien sûr, je reprécise à chaque fois les règles de l'art, comment utiliser ces produits pour pas se mettre en danger et en tirer le maximum. Oui, il y avait vraiment une vertu pédagogique dans tes interventions. Totalement. En fait, c'est ça aussi, j'aime beaucoup partager au grand public déjà ce que c'est qu'un peu la naturopathie, un petit peu, je reprécise un petit peu le cadre. Et puis, comme je te dis, moi j'ai envie que les gens apprennent des choses et je trouve que c'est aussi notre rôle, justement, éducateur de santé. Typiquement, les huiles essentielles, elles font beaucoup couler d'encre. Il y a des débats sur les mésusages. Et ben, c'est notre rôle que d'informer comment les utiliser au mieux. Bien sûr. Alors, dans ce que tu disais, je voulais revenir sur justement le petit café. Oui. Parce que le café, bon, c'est pas toujours le bon réflexe et quand on travaille, on a tendance à en boire souvent et souvent à en boire trop. Ouais. Si tu proposes une alternative, des infusions, ça c'est très bien. Je te remercie, je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Non, mais effectivement, alors par rapport au café, je pense que comme pour tout, ça dépend chez qui, combien et quel type de café. Moi, je dis toujours que je suis pas radicale par rapport à l'alimentation. Et puis, encore une fois, si on est radical, je pense qu'on fera pas passer malheureusement les messages. Bien sûr. Alors déjà, il y a quand est-ce qu'on le consomme, ce fameux café? Est-ce que c'est sur un ventre vide ou est-ce que c'est après un repas? Ça, déjà, les gens ont pas forcément l'idée que ça a un impact différent sur un ventre vide. C'est beaucoup plus acidifiant, ça fait mal à l'estomac, ça peut faire des crampes. Et puis, ça provoque aussi un petit pic de cortisol qui fait un appel de sucre dans le sang. Donc, on déclenche un petit peu ce fameux yo-yo glycémique qui entraîne des coups de barre dans la journée. Alors que s'il est pris à la fin d'un repas, déjà, il va venir par-dessus le bol alimentaire. Donc, c'est beaucoup moins agressif pour la muqueuse de l'estomac. Et puis, voire même, ça peut participer un petit peu à la digestion. Donc, t'as ça. Et puis, t'as aussi la fréquence. C'est vraiment différent si la personne boit 10 cafés par jour ou 2 ou 1 de temps en temps. Donc ça, j'essaie vraiment de sensibiliser les gens par rapport à ce que leur dit leur corps aussi. Oui. Comment vous vous sentez en buvant un café, hein? Bien sûr. Et puis parfois, c'est je me sens bien avec un café, je me sens bien avec 2 cafés, et puis le 3e, il est de trop. C'est souvent ça. Si j'ai un conseil de manière générale, c'est plutôt 2 cafés max par jour. Et pas oublier de s'hydrater quand même, parce que le café a tendance à déshydrater. Pas mal. Boire de l'eau à côté de son café, ouais. Et toujours revenir à ses sensations. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Totalement. Alors, on a parlé un petit peu d'alimentation. J'aimerais qu'on parle aussi gestion du stress. Parce que en entreprise, on peut souvent être amené se trouver dans des situations stressantes pour différentes raisons. Là, la naturopathie, elle intervient et qu'est-ce que toi, tu peux proposer comme petite chose? Plein de choses, encore une fois. On peut faire une séance de relaxation guidée en entreprise, sur chaise, par exemple. D'accord. Donc ça peut être les méthodes de relaxation Schultz ou Jacobson, qu'on connaît bien. Ça peut être des méditations guidées, ça peut être des petits scans corporels, des choses comme ça. Moi, j'ai introduit aussi pas mal le palming parce qu'en fait, c'est totalement adapté, je trouve, au monde de l'entreprise. Complètement. Le palming, c'est une technique de relaxation sensorielle express. Ça dure 3-4 minutes. On peut le faire à son bureau, on peut le faire à la pause déjeuner, de manière relativement discrète en plus. Et ça consiste à se couper d'un sens, notamment le premier sens, c'est se couper de la vue. Donc on va vraiment venir mettre les paumes de main sur ces globes oculaires. L'idée, c'est de se plonger dans le noir. Faut surtout pas mettre de pression sur les globes oculaires. On vient vraiment faire tomber la tête dans les mains. Et là, on reste quelques secondes, quelques minutes dans la pénombre. On peut voir d'ailleurs, c'est assez rigolo, des petits points blancs, des petites manifestations un peu lumineuses. Ça témoigne de l'excitation du système nerveux. Et puis, au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, on s'apaise, on se détend, on se calme. C'est hyper bénéfique. Et puis, on peut glisser les mains, donc des yeux plutôt vers les oreilles, pour ensuite se couper de l'ouïe.
Et pareil, c'est assez apaisant parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même en sollicitation permanente, que ce soit par nos mails, mais en fait les canaux de communication se multiplient, les notifications, les messageries instantanées, voilà, le collègue qui vient encore en présentiel, en physique pour nous demander quelque chose. Donc ça permet vraiment de s'apaiser. Et puis, donc voilà, la relaxation d'une manière générale, le palming. Donc ça, ce que tu dis, c'est plutôt sous forme d'atelier. Par contre, le palming, c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait en autonomie. Tout à fait. En fait, tout ça, c'est quelque chose qu'on peut présenter en atelier et qu'on peut refaire tout seul, en autonomie. Soit à son desk, soit à la maison. J'aime bien aussi parler, tu vois, dans le cadre de la sphère professionnelle, du sas de décompression entre la fin de la journée de travail et le début de la journée à la maison, quelque part. Parce qu'en fait, ce sas, il est vraiment crucial. Et la plupart des gens ont du mal quand même à faire redescendre les moments de tension. Donc, les moments de tension, la tension. La tension. Donc faire, je sais pas si c'est dans les transports ou même dans sa voiture, 5 minutes avant d'arriver à la maison. Pourquoi pas aussi une respiration? Oui, quelques respirations, bien sûr. Ça, c'est quelque chose dont je parle pas mal en entreprise, la respiration. Puisque au final, la respiration, ou même ce dont on parle là depuis quelques minutes, c'est des ressources qu'on a en nous. C'est gratuit et c'est à disposition 24 heures sur 24. Donc certes, ça demande un petit effort pour l'actionner, mais une fois qu'on l'a expérimenté, qu'on voit qu'il y a des bienfaits, on peut se dire ok, ça, en temps d'émotionnel chahuté, en temps de panique, en temps de stress, je peux l'activer. Et de manière préventive. En fait, là, je te parle des moments un peu tendus, mais l'idée, c'est quand même de se dire je peux avoir une hygiène respiratoire qui me permet au quotidien de faire baisser les niveaux de tension et donc de pas finir en débordement émotionnel. Oui, on n'est pas obligé d'attendre d'être au bord du gouffre pour commencer. C'est l'essence même de la naturopathie, la prévention. Tout à fait. Et pareil, si on revient sur ce travail de pédagogie, le naturopathe, je pense qu'il doit expliquer pourquoi c'est important de mettre en place tout ça justement avant d'être en difficulté. Et en quoi c'est vertueux et finalement respirer ou faire un petit scan corporel ou du palming, c'est quelques minutes, hein. C'est même pas un quart d'heure, hein. Donc c'est accessible. Oui, on a souvent en tête j'en parlais dans un précédent épisode, mais ça nous viendrait pas à l'idée de ne pas prendre une douche, de ne pas se laver les dents, et on prend ces quelques minutes. Pourtant, on n'applique pas de règles d'hygiène émotionnelle ou mentale, alors que ça pourrait changer vraiment notre quotidien. Totalement. C'est l'hygiène psychique, on va dire, qu'il faudrait remettre sur le devant de la scène. Je pense que les naturopathes sont assez sensibilisés à ça. Un autre type de personnes aussi en entreprise particulièrement sensibilisées à ça, c'est les personnes qui ont souffert ou souffrent par rapport à leur santé mentale, tout simplement. Ça, c'est des gens qui sont déjà plus sensibilisés que parce qu'ils ont expérimenté un souci à ce niveau-là, ils doivent redoubler d'efforts. Et donc, c'est des gens qui sont déjà un peu convaincus par le fait de mettre en place une routine bien-être au niveau de la santé mentale. Parce que dès lors que tu expérimentes ces choses-là, tu vois tout de suite que ça a un bénéfice, et comme ça t'est bénéfique, t'y reviens naturellement. Oui. C'est comme l'alimentation. Je trouve que à partir du moment où tu vas vers une alimentation qui est plus saine, tu te sens mieux dans ton corps, et même si tu fais quelques écarts, parce qu'il faut pas trop être rigide, c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport au café, rapidement tu reviens à des choses qui te font du bien, tout simplement. Tout à fait, c'est de créer des bonnes habitudes et pas forcément un carcan. C'est super bien d'avoir de bonnes habitudes, c'est totalement possible d'en sortir. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant de se dire ok, je mange un peu moins bien, je ne fais plus mes exercices de respiration, je fais plus trop de sport, comment je me sens? Et voilà, et spontanément, quelque part naturellement, on va revenir à quelque chose d'un peu plus sain, je pense, si on a pris ces bonnes habitudes. Mais tu vois, y a des gens pour qui les exercices de respiration, c'est inaccessible ou inenvisageable pour plein de raisons. Et ça, c'est à respecter aussi. Je veux dire, déjà en entreprise, on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc, faut être hyper précautionneux, évidemment respectueux des gens qu'on a en face de nous, mais on peut pas imposer un exercice. Moi, je suis toujours souvent, voilà, je propose des choses, je propose des outils, mais justement pour les personnes qui me disent enfin, je fais une petite parenthèse, mais tu vois, quand je propose par exemple un exercice de respiration à un groupe, je dis toujours, voilà, si vous ne souhaitez pas le faire, vous ne le faites pas. Il y a aucun souci, vous vous mettez sur le côté. On est des adultes libres et consentants, donc voilà. Et puis justement pour les personnes qui souhaitent pas faire ça, on a d'autres outils. Parce qu'en naturopathie, on a quand même pas mal d'outils. Moi, je pense souvent, alors par rapport toujours à cette aide un peu psychique ou émotionnelle, je pense notamment aux fleurs de Bach. Je voulais qu'on en parle justement, ça tombe très bien.
Alors, dis-nous tout sur les fleurs de bac. Oui, alors les fleurs de bac, moi je présente toujours ça comme étant une petite béquille émotionnelle. Ça vient pas résoudre le problème de fond. S'il y a vraiment un problème de fond, autant s'adresser directement à un psychologue, à un professionnel de santé. Néanmoins, la fleur de bac, elle peut vraiment aider sur les moments de transition. Les fleurs de bac, c'est un peu le principe de l'homéopathie, c'est-à-dire que dans notre fleur de bac, on n'a pas de molécules actives. Néanmoins, on aurait en fait une information qui nous soutiendrait au niveau émotionnel. Donc, c'est le docteur Bach qui a trouvé sur le terrain, dans son petit laboratoire anglais, qu'il existait des fleurs qui pouvaient nous aider sur un point de vue émotionnel. Donc, il a trouvé 38 fleurs qui peuvent nous aider sur 38 émotions. Et c'est extrêmement précis. Ça peut être, par exemple, une fleur de Bach qui aide sur les peurs dont l'origine est connue. Ça peut être une fleur qui aide sur les pensées un petit peu qui tournent en boucle, le petit vélo dans la tête. Ça, c'est une fleur que je recommande énormément parce que beaucoup de gens sont concernés. Donc, en fait, les fleurs de Bach, ça se présente vraiment sous forme de gouttes dans un petit flacon. Souvent, on en prend 3 gouttes 3 fois par jour, plutôt en cure de 3 semaines. Moi, je conseille quand même de se faire accompagner par un naturopathe pour bien déterminer les fleurs parce qu'il faut juste savoir que si on se trompe de fleurs, ça n'aura pas d'effet. Mais on risque rien. Ceci dit, on risque rien du tout. Honnêtement, il n'y a pas de contre-indication. Si ce n'est, tu vois, le support de la fleur de Bach, c'est sur un support alcool. Donc, s'il y a grossesse, allaitement ou des antécédents d'alcoolisme, évidemment, on va pas sur une base alcool. Il existe des alternatives à base de sirop d'érable. Même la base alcool, il n'y a pas de contre-indication avec les médicaments. Évidemment, si vous êtes médiqué, c'est toujours bien de vérifier avec son professionnel de santé. Mais honnêtement, la fleur de Bach, elle est vendue en libre service en pharmacie. Enfin, voilà, c'est très doux. Et est-ce que tu en aurais 2-3 à recommander? Même si évidemment ça ne se substitue pas à une consultation avec un naturopathe, mais comme ça, les plus courantes que tu pourrais recommander? Alors moi j'aime beaucoup le marronnier blanc, white chestnut, qui est cette fameuse fleur qui aide justement sur ce petit vélo dans la tête, ce ressassement mental, ça ne s'arrête jamais, ça tourne en boucle. Je pense également à walnut, la noix, qui aide sur les moments de transition. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des moments de transition quelque part, j'allais dire en permanence, mais ça peut être un changement de boulot, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement au niveau de sa vie personnelle. Ça aide, ça facilite les états de transition. Et puis une troisième fleur, ça pourrait être oak, le chêne, qui correspond au travailleur infatigable, qui prend tout sur ses épaules et qui ne délègue jamais. Et en fait, c'est vrai qu'à la fois en entreprise, mais aussi en consultation, je rencontre beaucoup ce profil-là. Des gens qui vraiment sont des grands bosseurs, qui prennent tout, qui délèguent pas assez et qui sont améliorés par cette fleur. Sinon, j'aime bien parler des hydrolats ou des eaux florales. Ouais. Là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les fleurs de Bach, mais autant les fleurs de Bach, je préfère le ritualiser avec une fréquence dans la journée. Autant les eaux florales ou les hydrolats, ça peut aider aux gens à plus boire. D'accord. Parce qu'en fait, les eaux florales, elles parfument l'eau, contrairement aux fleurs de Bach. Et en plus, elles ont des molécules actives, mais c'est pas du tout dangereux parce que c'est extrêmement dilué. L'eau florale va contenir 2 pour 1000 d'huile essentielle et le reste, c'est de l'eau de source. Donc, on en glisse ça pour le coup quelques gouttes dans sa gourde et c'est super sympa pour boire tout au long de la journée. Il en existe beaucoup en plus, donc ça aromatise. C'est très agréable. Oui, c'est une bonne alternative et ça permet de bien s'hydrater. Qu'est-ce que tu recommanderais comme eau florale? Alors là, pareil, moi j'aime beaucoup personnaliser en fonction de la personne, de son terrain aussi. Là, pour le coup, avec les eaux florales, alors on dit souvent que ce sont des bonnes régulatrices de terrain. Ça va avoir un effet tout petit, mais quelque part efficace dans le long terme. Alors moi, j'aime beaucoup verveine citronnée, qui vient travailler justement sur les profils un petit peu nerveux, anxieux, qui ruminent beaucoup, qui ressassent. On en trouve aussi beaucoup en entreprise. J'aime beaucoup une eau florale plus féminine, c'est le géranium, qui a aussi des vertus apaisantes, relaxantes, harmonisantes, anti-stress par extension. Et puis, on peut avoir l'eau florale de thym, qui est super intéressante au niveau immunitaire. Alors, comme je dis toujours, là, on travaille de manière très légère, donc on va pas se rebooster son système immunitaire avec quelques gouttes d'eau florale de thym. Mais néanmoins, le thym, on le sait, il est antiseptique, antibactérien, antiviral. Donc c'est intéressant à incorporer comme étant
un petit ajout santé préventif dans son quotidien. Super. Là, on a balayé donc depuis le début de notre conversation 2 des grandes techniques majeures en naturopathie, l'alimentation et tout ce qui est psycho-émotionnel, relaxation. La 3e, c'est le mouvement, l'activité physique. Comment on peut intégrer ça en entreprise ? Alors, ce qui est super, c'est que de plus en plus d'entreprises proposent des solutions clés en main avec des partenariats avec des clubs de sport, des choses comme ça, pour proposer des choses concrètes à leurs collaborateurs pour les mettre au sport ou les mettre en mouvement. Ça, c'est des pratiques qui sont assez hétérogènes sur le territoire. Bien sûr, oui. C'est vrai que ça concerne peut-être plutôt les grandes entreprises, plutôt Paris-Île-de-France. Enfin, je pense que sur le reste du territoire, on peut se retrouver dans des villes où on n'a pas du tout ce genre de choses. Donc justement, si on est employé dans une société qui propose rien en termes de sport, c'est pas une fatalité. On peut aussi faire quelques pas dans la journée. Alors tout simplement, justement, on parlait tout à l'heure des canaux de communication. Aller voir son collègue au 2e étage pour lui parler plutôt que de lui envoyer un mail. Ça permet de faire une pause de 2 minutes. Ça permet une interaction sociale. Ça permet de monter quelques marches d'escalier sans s'en rendre compte finalement. Donc là, on est en mouvement. Moi, je pense qu'il faut vraiment profiter de la pause déjeuner pour sortir, s'aérer, même s'il fait moche. Et c'est pas forcément une demi-heure de marche, ça peut être un petit tour du pâté de maison, ça peut être, si vous avez la chance d'avoir un petit parc à proximité, y aller. Mais néanmoins, pareil, si vous êtes sur une zone industrielle, c'est pas grave, on en profite pour aller faire un petit tour autour de l'entreprise, 5 minutes. Et puis on peut le faire seul ou avec un collègue à 2, ça passe plus vite peut-être. Ouais, une petite marche digestive. Oui, complètement. Et puis même, tu vois, il y a pas mal de gens qui fument, et les non-fumeurs ou même les fumeurs, mais on peut aussi se prendre 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi pour aller marcher dehors, un peu la récréation qu'on avait quand on était enfant, qu'on peut retrouver en étant adulte. Ouais. Donc c'est multiplier les pas, c'est préférer les escaliers plutôt que l'ascenseur, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Et ça peut être quelques mouvements aussi sur sa chaise, tout simplement d'étirement, juste décroiser les jambes. Alors, il y a des exercices très simples pour travailler à la sangle abdominale aussi, en étant sur la chaise. Et puis, ça peut être aussi des exercices de torsion pour avoir un petit peu plus de mobilité dans la colonne vertébrale, dénouer les tensions qui s'accumulent souvent dans les trapèzes. Tout ça, c'est des gestes aussi qui sont très préconisés par justement la médecine du travail. Mais encore une fois, en tant que naturopathe éducateur de santé, nous, c'est notre devoir, quelque part, repasser les bons messages qui sont totalement alignés avec ceux de la médecine du travail. Et donc voilà ce que je peux proposer. Super. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 exercices à nous proposer par rapport au travail sur écran pour mobiliser peut-être la nuque ou la colonne vertébrale ? Des choses rapides qu'on peut faire quand on fait une petite pause ? Oui, complètement. Alors, par rapport à la nuque, tout simplement, ça c'est un geste que quasiment tout le monde peut faire. C'est vraiment faire des cercles avec sa tête. On l'a tous fait, je pense, en échauffement, en cours de sport. Faut juste y aller doucement, parce qu'on est vraiment sur de la décontraction, des tensions. On mobilise le cou, c'est une zone quand même fragile. Et puis, il faut pas balancer la tête en arrière au risque de se blesser les cervicales. Donc ça peut être un geste facilement applicable. Après, moi, j'aime beaucoup parler de l'exercice de l'auto-décontraction des trapèzes. Clairement, quand on travaille assis et puis même avec toute la charge émotionnelle, la fatigue, les trapèzes, ce sont des muscles qui accumulent énormément de tension. On les appelle d'ailleurs les muscles poubelles. C'est pas pour rien. Voilà, tout à fait. On peut les saisir en main, fermement. On peut tourner les épaules en arrière, tourner les épaules en avant. Voilà, moi en général, j'ai une petite fiche que j'envoie à mes groupes que je vois en entreprise, ne serait-ce que de toucher ces trapèzes, potentiellement de les masser, de faire des rotations avec les épaules. Tout ça, ça les mobilise. Et encore une fois, on revient au corps, on reprend conscience de son corps et ça fait pas de mal, loin de là. Je voudrais rapidement revenir sur les huiles essentielles, puis je t'ai pas posé la question tout à l'heure. Quelles huiles d'usage assez général, tu pourrais recommander ? Et sous quelle forme ? Très souvent, je propose des huiles essentielles dites anti-stress, mais j'explique un petit peu comment elles travaillent et surtout comment les utiliser encore une fois. Moi, j'aime beaucoup faire découvrir aux participants la marjolaine à coquille, le petit grain bigaradier et pourquoi pas aussi l'ylang-ylang.
Marjolaine à coquille et petit grain bigaradier, ce sont 2 huiles qui aident à harmoniser, on va dire, au niveau du système nerveux, l'orthosympathique et le parasympathique. Ça, c'est des notions que j'explique souvent en entreprise. En fait, les gens connaissent le stress, Oui. mais ils connaissent pas vraiment l'impact sur le système nerveux et ce que c'est que le système nerveux. Donc, j'explique que on est très souvent dans l'orthosympathique, pas suffisamment dans le parasympathique, qui est l'état de régénération, de récupération, d'auto-réparation quelque part. Et ces huiles essentielles aident à passer de l'orthosympathique au parasympathique. Et du coup, on travaille aussi le sommeil quelque part. Si on est plus équilibré au niveau de notre système nerveux ortho-para, on arrivera plus facilement à avoir un sommeil spontané, naturel, de qualité. On vient travailler de manière préventive les difficultés à l'endormissement et les réveils nocturnes. Et ça, pareil, en entreprise, il y a tellement de gens qui sont concernés par les problèmes de sommeil que du coup, chaque fois, tout le monde m'écoute quand je parle de ça. Tu vises juste à coup sûr. Bah, tout à fait. Puis, on peut bénéficier des vertus de ces huiles essentielles juste en les sentant, parce qu'en fait, elles ont des molécules actives volatiles. Quand on ouvre le flacon d'une huile, il y a tout de suite dans l'air des molécules qui vont voyager, qui vont donc rentrer par le nez, qui vont passer dans la circulation sanguine. Donc, ouais. Tu veux dire qu'il n'y a pas nécessairement l'obligation d'utiliser un diffuseur d'huile essentielle? Exactement. Je trouve que la manière la plus simple, c'est d'avoir un petit flacon qu'on peut sentir comme ça. On peut le trimballer dans son sac, dans sa poche, ou le laisser sur son bureau. Le diffuseur, en fait, il y a diffuseur et diffuseur. C'est comme tous les produits, en fait, comme tous les objets. Il y en a de différentes qualités. Il faut surtout veiller à avoir un diffuseur qui ne chauffe pas les huiles. Il faut savoir l'entretenir aussi. Donc, ouais, c'est le diffuseur, pourquoi pas, chez soi. Et puis, toujours veiller à aérer aussi la pièce. Mais en tout cas, en entreprise, c'est le petit flacon. Bon, veiller à pas être enceinte ou allaitante. Ça, c'est quand même les contre-indications majeures. Et puis, si on l'applique sur la peau, veiller vraiment à pas être allergique. Ça, il y a un test à réaliser. Et puis, le dernier point aussi, c'est l'ingestion des huiles essentielles, où nous, en tant que naturopathe, on n'a vraiment pas le droit de proposer ça. Et moi, je déconseille à tout le monde. Si on ingère une huile essentielle, c'est accompagné par un médecin aromathérapeute. Tout simplement. Et puis, il y a 1000 précautions à prendre, parce qu'on peut vraiment se faire du mal, se brûler, s'intoxiquer. Donc, c'est pas l'idée. Oui, bien sûr. Faut se faire accompagner. Tout à fait. Les huiles essentielles, pour conclure, elles sont magnifiques. Elles sont hyper puissantes et efficaces. Mais il y a pas mal de règles à suivre. Oui, à connaître et à respecter. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour de la question ou... Eh bien, écoute, je pense qu'on a bien. J'ai beaucoup aimé cet entretien. Merci beaucoup, Camille. Avec Mais plaisir. écoute, que te dire si ce n'est que je pense que la naturopathie, elle a toute sa place en entreprise. Aujourd'hui, la naturopathie fait débat pour plein de raisons, mais néanmoins, il faut retenir une chose, c'est que la naturopathie, elle a sa place à partir du moment où on véhicule des informations de qualité et où on fait de la prévention. Je pense que c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. T'as parlé de la sécurité sociale, t'as parlé des employeurs, t'as parlé des collaborateurs. En fait, dans les questions de bien-être et de santé, c'est toujours multifactoriel et en même temps, il y a plein de parties prenantes. Et bien justement, la naturopathie, elle vise à responsabiliser les gens sans les culpabiliser, à leur donner des clés, à faire de la prévention. Moi, j'ai envie de dire, faut foncer. Et puis en plus de ça, faut foncer d'autant plus qu'il y a urgence. Je lisais certaines statistiques qui font froid dans le dos par rapport à la détresse psychologique. Je crois que c'est 41% des Français se disent en détresse psychologique par rapport au travail. Il y a une trentaine de pourcents, je me souviens plus du chiffre exact, qui seraient en situation de burn-out. Donc en fait, il y a urgence aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas pour autant qu'il faut dire tout et n'importe quoi, mais au contraire, il y a des gens qui sont disponibles, bien formés, volontaires, pour ne pas dire Emmanuel. Mais on va le dire. Oui, on va le dire. Donc autant se saisir des outils et des ressources qu'on a pour accompagner, pour s'accompagner mutuellement et avec humanité et respect. Vraiment, ça, c'est hyper important. Hein. On a fait des études en naturopathie, on ne sait pas tout, on sait des choses. Mais moi, je partage toujours avec humilité et respect vraiment des gens que je rencontre, sans jugement et en toute confidentialité, parce qu'encore une fois, on touche à l'individualité. C'est quelque chose de noble et qu'il faut vraiment respecter et prendre avec des pincettes quelque part.
Et rappeler que la naturopathie, c'est vraiment une médecine complémentaire qui s'inscrit dans un parcours de santé intégrative. Donc, il n'y a pas du tout de concurrence avec la médecine conventionnelle allopathique. Ah, mais tout à fait. On est vraiment... Alors moi, je prône la santé intégrative et je présente la naturopathie comme étant un complément à la médecine conventionnelle. Et c'est le mieux, enfin le mieux, en tout cas le plus vertueux pour moi, étant d'avoir son parcours de soins conventionnels avec son naturo, son ostéo, son psy, son kiné, enfin peu importe, il existe beaucoup de thérapeutes et de thérapies aujourd'hui qui aident finalement, et puis chacun peut trouver son compte, mais avoir un parcours pluriel, c'est prendre le meilleur de chaque technique. Est-ce que tu peux nous dire, si on veut consulter un naturopathe, les petits points de vigilance à avoir pour être sûr de consulter quelqu'un de bien formé et de qualité? Oui, tout à fait. Alors déjà, je pense qu'il faut regarder un petit peu la formation de cette personne. Aujourd'hui, toutes les formations ne se valent pas, loin de là. Pour moi, il faut que le naturopathe déjà ait un diplôme et justifie de au moins 1200 heures de formation, en présentiel si possible. Ça, ce sont des choses que vous pouvez demander à votre naturopathe. En fait, vous êtes largement en légitimité de demander un point, des éclaircissements sur sa formation, sur son parcours. Que généralement, le diplôme, il est souvent mis en avant quand il a été fait dans une école qui est reconnue, même si ce ne sont pas des diplômes d'État. Ouais. Quand on voit pas la formation de la personne, souvent, c'est que ça mérite moins d'être mis en avant. Complètement. Pour moi, aujourd'hui, le naturopathe doit être intégratif et pas du tout en opposition avec... donc déjà, s'il y a un dénigrement de la médecine, s'il y a des questionnements autour des traitements médicamenteux, en fait, c'est pas du tout le rôle du naturopathe de remettre ça en question. Donc pour moi, ça, c'est quand même des points de vigilance. Et puis après, il faut pas oublier le feeling qu'on peut avoir, un peu notre intuition. On peut se sentir plus ou moins à l'aise avec des gens. Clairement, si on ne se sent pas à l'aise, c'est comme n'importe quel médecin, gynéco, psy, en fait, on peut changer de naturopathe. Oui. Comme tout praticien de santé. Complètement, oui. Et puis je rappelle aussi, ça je le dis en consultation, mais en consultation de naturopathie, on pose beaucoup de questions, on rentre beaucoup dans l'intimité des gens. Les consultants doivent rester dans le contrôle de ce qu'ils disent aussi à leur naturopathe, s'ils n'ont pas envie de répondre à certaines questions, s'ils souhaitent pas appliquer telle recommandation proposée par le naturopathe, même si c'est une bonne recommandation, les gens sont en droit de le dire. Et puis le naturopathe doit s'adapter, s'ajuster au rythme de vie de la personne. Voilà. La naturopathie, c'est la responsabilisation de sa santé aussi. C'est totalement. Alors c'est là aussi où, si je dois nuancer avec ce que je viens de dire, on essaye de responsabiliser les gens. Parfois, ça donne lieu un petit peu à des négos. Parce que parfois, il y a des modes d'alimentation qui sont vraiment pas physiologiques ou vraiment pas adaptés. Et puis en fait, tout dépend de l'état de la santé de la personne qui vient nous voir. Mais parfois, en fait, on n'a pas le temps de prendre notre temps justement sur des changements alimentaires. Parfois, il faut accélérer un petit peu le pas, et justement cette négociation, je dis voilà, moi je veux bien m'adapter à votre rythme de vie, à vos possibilités, mais parfois il y a impératif. Je pense par exemple aux problématiques de prédiabète, toutes ces personnes qui ont des taux de glycémie pas forcément pathologiques, mais néanmoins pas forcément dans les normes non plus. Faut vraiment leur faire comprendre que elles ont encore un petit peu de temps devant elles, mais qu'il faut mettre des choses en place rapidement. Et là, faut le dire avec pédagogie, avec pourquoi pas de l'information sourcée pour rassurer les gens, et puis avec des menus, des propositions concrètes. Ouais. Voilà. Donc voilà, en soi, on doit s'adapter, mais normalement, parfois, on doit quand même faire comprendre que il faut agir. Qu'il faut agir, que c'est pas une fatalité. La maladie n'est pas forcément, pour en tout cas ce type de maladie, de pathologie, ce n'est pas une fatalité. Mais il faut se responsabiliser et prendre action. C'est ça. Alors en fonction de qui j'ai en face de moi, parce que ça, évidemment, c'est délicat, je peux être amenée à dire que la maladie, c'est aussi une occasion de se rencontrer soi-même. Mais c'est évidemment pas entendable par tout le monde et pas à n'importe quel moment de son parcours. Mais je pense que les gens qui ont souffert dans leur chair peuvent témoigner en ce sens. Beaucoup le disent. Et que quelque part, ça a été un moment de prise de recul, de prise de conscience énorme. Et on a parfois un regard qui change sur la vie, qui change sur l'alimentation, sur pas mal de choses. Super. Merci pour cette conversation. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite travailler avec toi, que ce soit pour une consultation individuelle ou pour te faire intervenir en entreprise ?
Alors, pour les deux, du coup, ça sera rendez-vous sur mon site internet www.emmanuel-biojou.fr. Là, vraiment, il y a un encart pour les particuliers qui souhaitent prendre rendez-vous en consultation. Moi, je consulte à Paris, dans le 14e arrondissement, et également en visio pour ceux qui sont pas sur Paris. Et puis, pour les entreprises, aussi rendez-vous sur mon site internet ou sur LinkedIn, où je poste quelques-unes de mes actualités. Et puis, pour terminer, au niveau des entreprises, c'est vrai que la naturopathie, ça peut être assez large. Moi, j'ai défini un petit peu 3 domaines d'expertise que sont l'alimentation, la gestion du stress et la gestion de son énergie. Et évidemment, après, tout est personnalisable en fonction des besoins des uns et des autres. Mais ça, c'est un petit peu mes grands domaines. Voilà. D'accord. Tu es aussi très active sur Instagram. Peux-tu retrouver ? Écoute, j'essaye parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire sans. Effectivement, j'ai Instagram, donc c'est santé naturelle _du8 Emmanuel BJT. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, où je poste quelques tips, j'essaie de partager encore un petit peu du contenu naturel, des bonnes pratiques, des explications, transmettre un petit peu des choses intéressantes qu'on a appris et qu'on n'a pas appris à l'école. Justement. Et qui pourtant sont bien utiles dans la vie. Exactement. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta présence et puis pour cette conversation et tous les conseils que tu nous as donnés. Merci à toi, Camille. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Pour me retrouver et suivre mes activités et celles du podcast, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, Les Lois Naturelles. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite à le noter ou à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ainsi qu'à le partager autour de vous. Ce sera la meilleure façon de valoriser mon travail et de contribuer à faire connaître le podcast. Je vous remercie infiniment. À bientôt.